Nous sommes en 1990. Le monde vient à peine de se remettre de la révolution qu'était la Air Max 1, que ce soit en termes de technologie ou de style. Grâce à elle, Nike a pu se hisser au plus haut du monde du running, en touchant à la fois les athlètes professionnels, mais aussi les coureurs amateurs. Cependant, le monde entier ignorait que dans l'ombre, le designer de génie Tinker Hatfield était déjà en train de designer sa succession, et que celle-ci allait être la première Air Max à bouleverser le monde de la culture à travers le monde, lançant une décennie de Air Max plus incroyables les unes que les autres. Salut à tous, c'est Arthur Berandi, et aujourd'hui, je vous parle des secrets qui tournent autour de la Air Max la plus impressionnante en termes de longévité, la Air Max 90. Ça y est, les choses commencent enfin à devenir sérieuses pour Nike à partir de ce moment. Puisque contrairement à la période de la Air Force One ou la Air Max 1, Nike n'est plus un outsider, mais un sérieux concurrent dans le monde du running. Et ne voulant pas s'arrêter en si bon chemin, ils vont demander directement au jeune designer qui les a sauvés, Tinker Hatfield, de concevoir un nouveau modèle de Air Max pour surfer sur le succès de la One. Et c'est seulement en 1988 que la première tentative va avoir lieu. Oui, on parle de tentative, car tout ne s'est pas passé comme prévu. Nike a décidé de garder la Air Max 1 et de la modifier juste un peu, en y ajoutant de nouveaux composants pour que les clients aient toujours cette impression de nouveauté. Et vu le succès qu'avait eu la Air Max 1, il n'était pas étonnant de vouloir surfer sur ce modèle pour continuer à vendre. Ils créeront donc deux dérivés de la Air Max 1, la Air Walker Max, une Air Max 1 destinée à la marche à pied et non au running, et la fameuse Air Max Light, qui sortira une année plus tard. Avec son coloris rouge, bleu et blanc, la Air Max Light était vraiment une paire cool pour l'époque, étant une Air Max 1 en filon qui remplace le polyéthurane du modèle original. Aussi, le toe box est plus aéré et les straps thermoplastiques donnaient une meilleure stabilité au niveau du talon. Bref, c'était une Air Max vraiment améliorée. Mais petit problème, malgré tous ces efforts, cette paire a plutôt été un flop. Nike avait réussi à surprendre tout le monde avec la Air Max 1, au point que le monde entier voulait porter cette révolution à ses pieds. Alors qu'avec la Air Max Light, on avait quasiment la même chose que la One, avec quelques matériaux en plus pour les améliorer certes, aussi de beaux coloris, mais ce n'était pas assez pour l'époque. Car à l'aube des années 90, le monde évoluait à une vitesse folle, et le manque d'originalité se faisait immédiatement ressentir quand on créait quelque chose de pas vraiment novateur. C'est pour cela que Tinker Hatfield laissera très vite la Air Max Light de côté pour laisser place à la véritable nouvelle Air Max des années 90. Sentant que Nike avait encore besoin d'innovation, Tinker Hatfield retournera donc à son plan de départ pour la gamme Air Max. Insérer toujours plus d'unités d'air dans la semelle pour améliorer l'amorti de la paire. Il va donc intégrer un coussin d'air plus volumineux au niveau du talon. Mais évidemment, si c'était suffisant, la Air Max 90 ne serait pas la paire qu'elle est aujourd'hui aux yeux des sneakers addicts. En effet, cette paire arbore une shape beaucoup plus agressive que la Air Max 1, notamment avec sa ligne de fuite qui symbolise l'action d'aller vers l'avant. De plus, la cage autour de la bulle met encore plus en avant la technologie Air, qui sur la One, même si elle était visible, était plutôt fondue dans l'outsole. Baptisée la Air Max 3 avant d'être renommée la Air Max 90 en 2000, cette paire sera déclinée en plusieurs coloris comme la Laser Blue, la Volt et évidemment l'incroyable Orange Event ou Infrared. Oui, Orange Event, c'était son nom d'origine selon Nike. D'autres disaient qu'elle s'appelait la Radiant Red, mais les fans la surnommeront la Infrared, un nom qui a été finalement canonisé par Nike au début des années 2000 pour le plus grand plaisir des sneakers addicts. Mais pourquoi l'avait-il appelé ainsi? Eh bien, tout simplement grâce à son aspect ultra flashy qui changeait beaucoup de la Air Max 1 qui était déjà censée être une paire osée. Ce coloris rouge-orangé fluorescent a tout changé dans le monde des sneakers. Tout comme la plaque à l'arrière de celle-ci où était marqué le fameux Nike Air, qui était très importante pour les fans de ce modèle. Une plaque qui pour les plus grands adorateurs de la Air Max 90 ressemble à un cœur. Associée à du gris, du blanc et du noir, cette couleur a encore plus marqué les esprits que le rouge de la Air Max 1 à l'époque. Et le deuxième coloris OG le plus connu, le coloris Laser Blue, n'était pas en reste, puisqu'un sombre débat serait encore d'actualité parmi les fans de la Air Max 90, pour savoir laquelle de la Infrared ou la Laser Blue est la meilleure des deux. Alors bon, les coloris OG c'est bien, mais qu'est-ce qui fait que cette paire 30 ans après est toujours un classique, et que beaucoup disent encore que c'est la meilleure Air Max? Eh bien tout ceci est dû à son impact dans la culture. La Air Max 90 était spéciale, puisque c'était la première à avoir eu un succès aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon en même temps, exactement au même moment. Mais évidemment, la Air Max 90 était d'abord la Air Max de Londres, car c'est celle qui, pour les habitants de la ville, représente le mieux celle-ci. D'ailleurs, le rappeur Dizzy Rascal pense exactement la même chose. Pour lui, la Air Max 90 est importante au niveau personnel, mais aussi culturellement. Et pour preuve, ce rappeur qui est un des initiateurs du mouvement Grime, en portera dans ses clips et sur ses covers d'albums. Il se décrivait lui-même comme un véritable sneakers addict, et pour preuve, il designera l'une des Air Max 90 les plus légendaires de tous les temps, la fameuse Tongue and Cheek, avec ses broderies apposées sur sa languette rose, son suède, son mèche couleur crème, ainsi que ses lacets à pointillés. C'est l'une des Air Max 90 les plus clean de l'histoire.
Sa sortie était ultra limitée, au point que le rappeur lui-même regrette de les avoir donnés si facilement à certains de ses amis, car il ne pensait pas que la hype de ces Air Max 90 allait aller si loin. Et pour cause, la Air Max 90 est plutôt la paire des gens réservés et discrets, ceux qui ne veulent pas trop se montrer. Là où tout le monde rêve de faire une collab sur une Air Max One pour se faire connaître, car les artistes et shops savent qu'elles se vendent comme des petits pains, peu de gens ont envie de collaborer sur une Air Max 90. D'ailleurs, cet aspect discret et underground et le manque de collab sur ce modèle sont les raisons qui ont fait que certaines Air Max 90 sont dans le top 10 des meilleures collabs de l'histoire de Nike, car chacune d'entre elles est considérée comme une véritable œuvre d'art. La plus célèbre collab de la Air Max 90 n'est pas avec un artiste connu comme Dizzy Rascal ou Eminem, même si cette dernière reste la collab la plus chère de l'histoire du modèle, mais avec Dave's Quality Meat, un shop de New York. Dave Ortiz, le patron de la boutique, avait été contacté par Nike pour réaliser une collab pour la prochaine collection de sneakers de la marque aux swoosh. Il l'avait choisi car il avait créé le premier véritable concept store aux États-Unis. Ce concept store avait sa propre culture à travers celle déjà existante, et la boutique était à l'image de la personnalité extravagante de Dave, qu'il réussira d'ailleurs à imposer sur sa propre collaboration. Quand il a pensé pour la première fois à une collab, il a totalement exclu les chaussures plates comme la Dunk, la Air Force One ou la Blazer, car il s'est dit que si ses clients devaient porter sa paire toute la journée, il fallait qu'elle soit confortable. Il a donc choisi la paire qui était le plus à son image, une paire à la fois extravagante et discrète, la Air Max 90. Cependant, quand Nike l'a contacté pour la collab, ils lui ont demandé de leur remettre le concept pour le lundi même, afin que la paire soit prête pour la saison suivante. Et quand ils lui demanderont s'il avait déjà une idée, il répondit que oui, alors que non, il ne savait absolument pas ce qu'il allait faire. Mais alors qu'il était totalement perdu, celui-ci vit du bacon au supermarché. Et c'est là qu'il s'est dit, j'adore le bacon. Pourquoi pas faire une Air Max 90 inspirée du bacon? En plus, ça va bien avec le nom de mon shop, c'est de la viande. Et quand il a pensé à tout ça, il avait tout de suite vu le design de la paire. Il savait déjà à quoi elle ressemblerait exactement. Quand il a fini de la dessiner, il s'est dit qu'il y avait seulement deux solutions pour la paire. Soit les gens trouvaient ça drôle et la paire était un immense succès, soit les gens trouvaient que c'était nul et que ça faisait pitié. Et il avait justement adoré prendre le pari à l'époque, ça l'amusait énormément. Évidemment, cette paire sortie en 2004 est devenue l'une des Air Max 90 les plus légendaires de tous les temps. Et elle n'a pas seulement fait rire, puisqu'elle a même été rééditée en 2021 tellement elle a marqué son époque. En général, une paire devient connue soit grâce à sa shape, soit grâce à son colorway, soit grâce à son histoire. Et celle-ci cochait toutes les cases. C'était du pur génie et la plupart des fans de la Air Max 90 vous le diront. Maintenant, après Londres et New York, il est temps de voyager au Japon pour découvrir le shop qui créera certaines des collabs les plus légendaires de l'histoire, et en particulier sur la Air Max 90. Atmos a toujours été le plus consistant et régulier en ce qui concerne ses collabs avec Nike. Et si on réfléchit bien, jamais une collab avec Atmos sur une Air Max s'est retrouvée sur les étagères de magasins. Pourtant, leur approche était différente et surtout risquée, puisqu'elle consistait à prendre des modèles impopulaires et essayer de les rendre cool et hype. Ce qui n'est pas très étonnant venant d'un pays comme le Japon, qui a toujours su innover et être en avance sur toutes les tendances, que ce soit dans les sneakers, mais aussi dans la mode en général et dans la technologie. C'est ainsi qu'ils rendront hommage à la Infrared en créant la Air Max 90 Doc Camo. Cette paire était une paire très spéciale, puisqu'elle symbolisait beaucoup de choses du fait de son croisement des cultures. Elle possède les couleurs américaines de la Infrared, mais aussi du camo, qui a été grandement popularisé au Japon par la marque Bape de Nigo. Et quand on sait ce que Nigo faisait à l'époque avec ses Bape Esta, c'est dingue de se dire que Nike a collaboré indirectement avec lui sur la Doc Camo. Ce croisement de culture n'était d'ailleurs pas un hasard pour Hirofumi Kojima, le designer d'Atmos, qui s'inspire beaucoup de ses voyages à travers le monde pour ses designs. Pendant ceci, celui-ci cherche toujours les dernières tendances et essaye ensuite de se les approprier avec son propre style. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il a fait avec sa Air Max 90 Doc Camo. Le Japon a toujours été incroyable dans sa manière d'approcher les sneakers. Et le fait de voir des gens porter leur modèle dans le monde leur suffit amplement. Ils n'ont pas besoin de plus de reconnaissance. Mais après toutes ces histoires, il est temps de se demander quelle est la place de la Air Max 90 dans notre société actuelle. La Air Max 90 a bénéficié, comme déjà dit, de peu de collaborations dans son histoire. Cependant, celles-ci sont plus légendaires les unes que les autres. On peut citer la Cause White Volt, une Air Max 90 blanche et jaune vert fluo, avec la fameuse signature XX de l'artiste, présente à l'avant de la paire et sur la languette. On peut également parler de la Air Max 90 en grande grâce, en collaboration avec le shop néerlandais Pata, qu'on ne présente plus tant ils ont réussi à se relancer en 2021 et 2022. On peut aussi citer la Air Max 90 Earthquake, en collaboration avec le shop de San Francisco en Californie, qui célébrait le 100e anniversaire d'un tremblement de terre, ou encore la Air Max 90 Off-White, dans tous ses coloris, qui prouve que cette paire est encore ancrée dans la culture sneakers d'aujourd'hui. Le fait que Virgil Abloh choisisse une Air Max 90 et non une Air Max One pour sa collection The 10 n'était pas un hasard, puisque celui-ci était parfaitement conscient de l'impact de la paire dans la culture street. Mais la paire, même si on n'en a pas beaucoup parlé, a aussi été un grand succès en France, puisque sa toute première collaboration était avec notre shop français Courir et sa fameuse Air Max 90 de Nîmes, qui a fait fantasmer toute une génération. La Air Max 90 a même chaussé le président des États-Unis
ami George W. Bush, avec la Air Max 90 Air Press, une paire spécialement conçue pour lui. Et pour finir avec les Air Max 90 incroyables, on peut parler de la Air Max 90 Navigation de Jeff Staple et son équipe, qui ont créé une paire avec un motif gravé au laser qui représentait une vue aérienne des rues de New York avec le concept « se frayer un chemin dans le monde des sneakers ». Vous l'aurez compris, peu importe où nous étions dans le monde, la Air Max 90 a su attirer l'attention. En 1990, c'était l'une des sneakers les plus recherchées du marché. La technologie montrée, le côté unique et intemporel, c'était une sneaker qui dès le départ n'était pas destinée seulement au running. C'était une paire de la culture populaire, de la culture street, que la musique comme celle de Dizzy Rascal et son mouvement grime a rendu connu. Ça va vous paraître bizarre, mais encore plus de Air Max 90 sont vendus aujourd'hui qu'en 1990. Pour dire l'impact qu'a eu cette paire sur la culture, et son anniversaire en 2020 n'a fait que renforcer son aura. Quand on va voir un sneaker addict dans une ville comme Londres, Paris, Berlin, Los Angeles, New York ou même Tokyo, chacun vous dira qu'il a eu une paire d'Air Max 90 et aura une histoire à vous raconter. Cela fait maintenant 30 ans qu'elle existe, et niveau style, elle n'a pas pris une ride. D'ailleurs, si Nike décidait de la relancer avec les bonnes collabs et le bon marketing, ça ne fait aucun doute qu'elle aurait encore du succès. C'est une si belle chaussure que la nouvelle génération pourrait encore tomber amoureuse d'elle, même aujourd'hui, et ça, c'est beau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Je remercie comme d'habitude notre partenaire KikiKicks qui nous a prêté toutes les paires qui sont dans le décor. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux en description. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à très vite sur Sneakonet.